Être trop proche de Trump a en réalité nuit à Orban, car aujourd'hui, être associé à Trump est presque une source d'embarras dans de nombreux endroits. Trump a cette incroyable capacité à aliéner tous ses amis et ses partisans. Il le fait délibérément, tu sais, avec le mouvement MAGA, avec l'Angleterre, avec la France, en insultant le pape, en insultant Macron, en insultant Starmer. Il insulte tout le monde, se rendant persona non grata partout. J'ai donc entendu dire qu'après le discours de Vance, il y a eu une chute catastrophique dans les sondages d'Orban, comme un baiser de la mort. Bienvenue à World Affairs in Context, tout le monde. Aujourd'hui, je suis absolument ravie d'accueillir à nouveau notre bon ami, le docteur Vladimir Brovkin. Vlad est un ancien professeur à Harvard et l'auteur de nombreux ouvrages sur la politique et l'histoire. Je mettrai les liens ci-dessous. Il tient également une excellente chaîne YouTube, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement déjà. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je mettrai aussi le lien de sa chaîne dans la description ci-dessous. Vlad, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de te revoir. C'est toujours un plaisir d'être dans votre émission. Merci. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Il se passe beaucoup de choses en Europe et l'un des principaux événements est bien sûr les élections en Hongrie. Ce week-end, l'Europe a été bouleversée par la défaite du Premier ministre Viktor Orban aux élections. Il était au pouvoir depuis 16 ans et avait réussi à préserver la souveraineté de la Hongrie, tout en maintenant des liens à la fois avec l'Europe de l'Est et avec l'Occident. Qu'est-ce pourrait ser significant pour l'Europe pour la politique mondiale? C'est une excellente question et particulièrement intéressante dans la manière dont vous l'avez formulée, car bien sûr elle est importante. Mais elle n'est pas importante dans le sens où il faudrait s'attendre à des changements fondamentaux. C'est précisément ce contre quoi je voudrais argumenter, car ceux qui disent « Oh, c'est un tournant majeur dans la politique européenne », ce n'en est pas un. C'est un changement uniquement dans la mesure où les fonds bloqués pour l'Ukraine vont être débloqués. C'est tout. Il n'y a pas d'autre changement. Et il est important de le comprendre, car Magyar vient du même parti politique. Il est un initié du parti d'Orban. Il s'en est séparé il y a 2 ans, et sur certaines questions, il adopte même une position plus conservatrice ou plus ferme qu'Orban. Donc, délibérément, en préparant cette conversation, il est une recherche sur ce sujet. Ce qui est étonnant, c'est que sur toutes les questions, sauf l'Ukraine et la Russie, dont nous parlerons séparément, il est en réalité un conservateur absolu, total, voire davantage encore. Par exemple, soutiendra-t-il la mesure fortement défendue par von der Leyen et la direction de Bruxelles visant à passer du consensus universel en Europe à la suppression du droit de veto de chaque membre, autrement dit, à adopter le vote à la majorité? Non, il n'a pas l'intention d'abandonner le droit de veto de la Hongrie, ni celui de quiconque. Il est donc contre cette idée. Et qu'en est-il des quotas d'immigrants? Non, il poursuit la politique d'Orban. Il est totalement opposé à tout quota ou à toute directive de Bruxelles dictant à la Hongrie ou à tout autre pays d'ailleurs combien d'immigrants il devrait accueillir. La clôture qui a été construite se poursuit et, comme il l'a dit, a été renforcée dans certaines zones. Il n'y a donc aucun changement concernant l'immigration, aucun changement concernant le statut du droit de veto. Il n'est pas un partisan de l'intégration de l'Union européenne. Il reste en réalité ferme dans sa vision d'une Europe comme union de nations souveraines. Donc, une souveraineté conservatrice, c'est en gros la position d'Orban depuis le début. La seule raison pour laquelle von der Leyen, Macron et les autres dirigeants actuels de l'UE s'en réjouissent autant
c'est que sur la question Russie-Ukraine, si chère à leurs yeux, il a changé. Et le changement, en substance, peut se résumer ainsi. La Hongrie est plus importante pour moi, dit Magyar, que l'argent destiné à l'Ukraine. Donc nous n'allons pas nous battre pour le garder gelé. Qu'ils aient leur argent, ce n'est pas le nôtre. Mais nous voulons récupérer notre argent. Et c'est exactement ce qu'il fait. Sa position est en un sens très habile. C'est ce qu'on appelle vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il veut plaire aux Européens afin d'obtenir les fonds gelés de l'Union européenne dont la Hongrie a besoin. En même temps, il en paie le prix en débloquant des fonds pour l'Ukraine. En ce sens, il ne s'agit que d'une politique pragmatique, rien de plus. Ce n'est pas un changement fondamental dans la position de la Hongrie. Et enfin, sur les questions intérieures. Vous savez, l'avortement, l'agenda woke et les droits des minorités sexuelles. Il est totalement conservateur, absolument aussi conservateur qu'on peut l'être. Au contraire, il veut renforcer la famille, accroître l'aide aux mères, stimuler la natalité et soutenir les enfants, et tout le reste. C'est donc vraiment, sur le plan culturel et politique, pourrait-on dire, le renforcement du mouvement conservateur en Europe qui est en train de se déployer. Et la tentative de le présenter comme une sorte de mouvement intégrationniste européen, renforcer l'Europe, renforcer l'OTAN, non, ce n'est pas le cas. C'est en réalité, comme l'a dit un observateur, de l'orbanisme sans Orban, où la politique hongroise conservatrice poussée un peu plus loin, sauf en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, dont nous pourrons reparler plus tard. Étant donné les similitudes, selon vous, quelles ont été les principales raisons qui ont poussé les électeurs à se détourner d'Orban et de son parti? Étaient-ce les conditions économiques, d'autres préoccupations ou le recul démocratique? C'est une question très intéressante. Je suppose que je ne suis pas, vous savez, assez proche de la Hongrie pour vraiment commenter cela. Il faudrait être un spécialiste de la société hongroise. Mais mon impression, c'est qu'être trop étroitement aligné avec Trump a en réalité nuit à Orban, car aujourd'hui, être proche de Trump est presque une gêne dans de nombreux endroits. Trump a cette incroyable capacité à aliéner tous ses amis et ses partisans. Il le fait délibérément, vous savez, avec le mouvement MAGA, avec l'Angleterre, avec la France, en insultant le pape, en insultant Macron, en insultant Starmer. Il insulte tout le monde, se rendant persona non grata partout. J'ai donc entendu dire qu'après le discours de Vance, il y a eu une chute catastrophique dans les sondages d'Orban. C'était comme un baiser de la mort. Il aurait sans doute mieux valu que Vance ne vienne pas prononcer ce discours. Mais le discours en lui-même était en réalité assez remarquable, car il reprenait essentiellement les mêmes idées qu'auparavant. Il était plus important pour Vance et pour les relations entre les États-Unis et l'Europe que pour Orban et la Hongrie, car il réaffirmait que Vance, s'il devait un jour devenir président, est fondamentalement hostile à l'actuelle Union européenne, qu'il qualifie de bureaucratie bruxelloise. Il affirme qu'elle centralise le pouvoir, qu'elle favorise l'immigration, qu'elle cherche à diluer les cultures nationales et à saper la souveraineté sur toutes ces questions. Dans son discours, Vance s'est montré encore plus anti-occidental qu'Orban, ou même que lui-même lorsqu'il avait pris la parole à la conférence sur la sécurité de Munich. C'est pour cela que ce discours était important. Mais en parlant d'Orban, nomade ceci nationalisme est quelque chose de tout à fait naturel. Je veux dire, ce n'est pas qu'ils aient transformé les électeurs de conservateurs en socialistes ou quelque chose du genre. C'est plutôt un passage d'un conservateur à un autre, un super conservateur issu de la génération précédente. Ce type est plus jeune. Et peut-être que ce qui a joué un rôle, c'est que la Hongrie a effectivement besoin de ces fonds,
Ils estiment qu'ils y ont droit. Et tu sais, bloquer les fonds destinés à l'Ukraine n'est pas une grande affaire pour eux. On va les laisser les avoir. Mais ce qui est intéressant à propos de la Hongrie et de l'Ukraine, c'est que les médias occidentaux présentent cela comme « Oh, maintenant, il va y avoir de bonnes relations entre la Hongrie et l'Ukraine. » Non, il n'y en aura pas, parce que les deux questions fondamentales demeurent, et elles ne peuvent pas être résolues immédiatement. Simplement en se serrant la main ou en disant « Aujourd'hui, nous allons avoir de bonnes relations. » Les deux problèmes fondamentaux entre la Hongrie et l'Ukraine n'ont absolument rien à voir avec Poutine. Zéro. Ils concernent, premièrement, le pétrole et deuxièmement, la minorité hongroise en Ukraine. Et ces questions ne vont pas disparaître. La Hongrie a besoin du pétrole russe. Ce n'est pas comme si Orbán avait inventé cela. Ils en ont besoin parce qu'il est bon marché, tout comme le reste de l'Europe en a besoin. Sauf que des gens comme von der Leyen et d'autres sont tellement enfermés dans leur agenda anti-russe qu'ils ne veulent pas acheter du carburant bon marché. Ils préfèrent acheter le plus cher. Très bien, qu'ils le fassent, tant qu'ils peuvent se le permettre, et tant que les Américains en ont. Mais ce n'est pas le cas. Les Américains importent eux-mêmes du pétrole. Donc, ils vont devoir s'en procurer quelque part, et nous verrons comment les choses évolueront au Moyen-Orient. En ce sens, la question du pétrole est simplement pragmatique. Ils continueront à acheter du pétrole russe. À ce sujet, il faut noter qu'il n'est pas certain que les Russes acceptent de leur vendre ce pétrole, car Poutine a toujours affirmé qu'il avait besoin de partenaires à long terme, prévisibles et stables. Et si la Hongrie dit « Pour l'instant, nous allons acheter du pétrole russe, et plus tard nous y renoncerons progressivement », les Russes pourraient répondre « Eh bien, pourquoi ne pas y renoncer dès maintenant ?» Car, dans la situation mondiale actuelle, ils ont de nombreux clients et n'ont pas besoin de ceux qui ne s'engagent que pour 1 ou 2 ans. Mais une fracture plus sérieuse oppose la Hongrie et l'Ukraine sur la question des minorités hongroises, car beaucoup d'entre elles ne veulent pas aller se battre. Chaque fois qu'un citoyen hongrois d'Ukraine, de nationalité hongroise, est battu par le bureau de recrutement, toute la Hongrie voit ces images. Ensuite, il y a des marches, des manifestations et des actions diplomatiques, convocations d'ambassadeurs, etc. C'est donc un problème majeur. La minorité hongroise veut faire valoir ses droits, qui sont inscrits dans les documents de l'Union européenne, droits linguistiques et diverses formes d'autonomie. Mais elle ne les a pas, car les Ukrainiens répriment non seulement la langue russe, ils répriment toute langue qui n'est pas l'ukrainien. Les Hongrois veulent pouvoir utiliser leur langue dans leurs écoles et ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi ce problème ne disparaîtra pas. Il restera une source majeure de tension dans les relations entre la Hongrie et l'Ukraine. C'est très intéressant que tu mentionnes l'énergie, car en ce moment, avec la guerre au Moyen-Orient, il semble que la Russie soit dans une position très favorable en matière d'énergie et d'approvisionnement dont tout le monde a besoin. Et Poutine n'a pas encore utilisé cela comme levier autant qu'il aurait pu le faire. Par exemple, en Europe, ce n'est pas la Russie qui a coupé les flux énergétiques, c'est l'Europe elle-même qui se tire une balle dans le pied à chaque occasion. Ensuite, elle doit acheter du GNL et du pétrole brut beaucoup plus cher auprès d'autres sources. C'est donc intéressant car la Russie est en train de connaître une nouvelle forme de transformation. Et bien sûr, vous le savez bien mieux que moi, il s'agit de développer des partenariats avec l'Est, n'est-ce pas? C'est cette idée d'eurasiatisation, selon laquelle le pays ne se voit plus vraiment comme une nation européenne, mais plutôt comme le point de rencontre entre l'Est et l'Ouest.
Et c'est un point très intéressant, car il semble que ce soit l'une des cartes que le président Poutine a encore à jouer. S'il décide qu'il est nécessaire de couper l'approvisionnement en pétrole ou même d'en menacer la fourniture à l'Europe, s'il choisit d'utiliser cela comme moyen de pression contre les pays hostiles à la Russie. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant à cet égard, ce sont les tendances historiques à long terme par rapport aux changements de politique immédiats. Ce qui est essentiel, c'est que peu importe ce que fait Luna Borrell ou ce que fait Poutine, le processus historique à long terme que nous voyons se dérouler sous nos yeux est un déplacement de l'activité économique de l'Ouest vers l'Est. C'est une chose. Et la deuxième, bien sûr, c'est le passage du commerce maritime au commerce continental. Et les plus grands partenaires du commerce continental sont la Russie et la Chine. L'économie chinoise a besoin de beaucoup de pétrole. Peut-être que dans 100 ans, ils passeront complètement à l'éolien et au solaire, ou à d'autres sources d'énergie dont ils auront besoin. Mais pour l'avenir prévisible, les décennies à venir, ils auront encore besoin du pétrole russe. Les Russes construisent donc maintenant le projet Sibérie 2, et ce sont des gazoducs que personne ne peut bloquer, à moins que les États-Unis ne décident de les bombarder, ce qui est peu probable, car la Russie pourrait alors bombarder les leurs. C'est donc l'échange. Tout récemment, le Premier ministre indonésien a rencontré Poutine, et ils ont signé toutes sortes d'accords économiques. C'est un immense pays, environ 200 millions d'habitants, soit l'équivalent de l'Angleterre, de la France et de l'Italie réunis. Un seul pays. En d'autres termes, ils se développent très rapidement et entretiennent de bonnes relations avec la Malaisie, Singapour, le Laos et tous les pays asiatiques. Poutine a établi des relations très très solides et les flux économiques se poursuivent. Même l'Inde, qui essaye de plaire à Trump, continue d'acheter du pétrole russe parce qu'elle en tire de bons profits. En d'autres termes, c'est un processus historique et cela a parfaitement du sens, car la Russie est à la fois asiatique et européenne. Et si elle ne peut pas faire des affaires en Europe, d'autant plus que le pétrole se trouve physiquement en Asie, en Sibérie. La majeure partie de la Sibérie est en Asie. Il est donc beaucoup plus pratique de construire tous ces oléoducs menant vers les ports asiatiques et d'autres routes de transit. Donc, ça c'est une chose. Mais une autre, c'est que l'Union européenne a décidé de supprimer progressivement le pétrole russe. Très bien, d'accord. La Russie ne va rien perdre. En réalité, ce sont les Allemands qui perdent, et ils le disent. Le parti politique qui affirme « Nous avons besoin du pétrole russe », l'AfD, ne cesse de croître à chaque élection. Et c'est indéniable. Il est très probable qu'aux prochaines élections, ils puissent gagner. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas encore gagné, c'est que le SPD et les chrétiens-démocrates ont toujours formé une grande coalition, ce qui signifie qu'ils mettaient leurs ressources en commun. Mais même ensemble, chacun d'eux perdait encore et encore, au point qu'aujourd'hui, le SPD est à environ 15%, son niveau le plus bas de son histoire. Et les membres du SPD disent « Eh bien, cette coalition nous tue ». Et pourtant, ils ont tellement peur de changer de cap, peur que l'AfD ne gagne, qu'ils s'accrochent à une voie autodestructrice. Ils ont peur de la modifier, car s'ils le font, ils vont perdre. Et de toute façon, ils vont perdre. Ils préfèrent simplement attendre encore quelques années, en espérant qu'il se passera quelque chose et qu'ils survivront peut-être. Les mêmes choses se produisent partout en Europe. L'Italie devient de plus en plus affirmée dans sa défense nationale et sa souveraineté, ainsi que dans sa position contre la guerre iranienne, tout en tenant des propos beaucoup plus conciliants à l'égard de la Russie et du pétrole russe. Et il en va de même pour l'Espagne. En d'autres termes,
Si votre question portait sur l'avenir de l'Europe, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que l'Europe se divise en deux. L'Europe du Nord, très anti-russe, très centralisatrice et plutôt belliciste, construisant son armée, unifiant, centralisant, etc. Et l'Europe du Sud, beaucoup plus détendue, plus amicale envers la Russie, critique envers Trump, et finalement peu intéressée par l'OTAN. Vous savez, quand Trump menace l'Espagne, nous allons vous expulser de l'OTAN. Bon, qui ça intéresse? Ce n'est pas comme si quelqu'un allait attaquer l'Espagne. Et c'est la même chose avec l'Italie. Ils disent, eh bien, vous allez devoir payer pour vos bases, sinon... Vous savez, si vous nous expulsez, ça nous va. Nous ne sommes pas pressés. C'est un phénomène nouveau, très intéressant. Cette attaque de Trump contre l'OTAN a vraiment révélé que ce n'est pas comme si tout le monde mourait d'envie d'être dans l'OTAN et d'avoir ses bases, qui sont en réalité des avant-postes de la puissance américaine, plutôt que des mécanismes de défense de l'Europe. C'est une autre question, mais en tout cas, cela a un peu émergé dans les débats hongrois sur l'avenir de l'OTAN. Ursula von der Leyen, que beaucoup considèrent comme représentante des mondialistes, a salué le résultat des élections en Hongrie, affirmant qu'il lui est plus facile de respirer après la défaite d'Orbán. Zelensky n'a pas caché non plus son enthousiasme, puisque la perte d'Orbán devrait entraîner davantage de financement pour ce qu'il appelle son régime. Alors, qui sont les gagnants et qui sont les perdants maintenant qu'Orbán a été vaincu et remplacé par Magyar? Eh bien, à court terme, bien sûr, on pourrait dire que c'est une perte pour la Russie dans une configuration politique de court terme. Car lorsqu'Orbán était là, il y avait ces poignées de main ostensiblement amicales entre Orbán et Poutine. Mais je ne pense pas que cela soit allé très loin ni très profondément, car tout le monde sait qui est qui. Et vous savez, Orbán a essayé de se positionner avec cette relation particulière, où il pouvait aller voir Poutine et lui serrer la main, aller voir Trump et lui serrer la main, et jouer un peu l'enfant terrible au sein de l'Union européenne. Mais vous savez, à un niveau plus profond, comme je l'ai dit, les réalités géopolitiques n'ont pas changé avec cette élection. À court terme, ce qui a changé, c'est que les Ukrainiens vont probablement recevoir leurs 90 milliards de dollars. Cependant, comme je l'ai mentionné dans ma précédente discussion sur le sujet, les Européens n'ont pas cet argent. Je veux dire, ils ont voté pour, mais réunir effectivement cette somme sera extrêmement difficile, surtout si la guerre au Moyen-Orient se poursuit. Le prix du pétrole, on le voit à la télévision ici en Europe tous les jours. Les gouvernements, même en France, sont contraints d'accorder toutes sortes de subventions aux agriculteurs et aux personnes qui consomment beaucoup d'essence et de diesel. Et cela se produit partout en Europe. Il doit vraiment, enfin pour l'instant, la crise n'est pas encore arrivée. Parce que vous savez, avec ces montagnes russes, un jour les prix montent, un jour ils baissent. Certaines personnes gagnent probablement beaucoup d'argent grâce à toutes ces spéculations de paix et de guerre. De guerre et de paix et de guerre. Mais si la guerre continue, les prix vont augmenter. Et cela signifie qu'ils n'auront tout simplement plus d'argent en trop. C'est avec beaucoup de difficultés que von der Leyen a réussi à réunir ces 90 milliards théoriques. Mais en pratique, vous savez, la Hongrie, d'ailleurs, ne participera pas à cela, donc elle ne prend pas part. Et la Slovaquie non plus. Il sera donc intéressant de voir s'ils parviendront à réunir cet argent. Mais même s'ils y arrivent, et j'en ai aussi parlé récemment, même s'ils y arrivent, l'Ukraine a besoin d'environ 40 milliards de dollars en plus de ce qu'elle possède déjà, ce qui n'est pas grand-chose, par an. C'est le strict minimum, juste pour maintenir les choses à flot. Et cela signifie que s'ils obtiennent ce qu'ils attendent, ils auront assez d'argent
jusqu'en novembre, et peut-être qu'ils pourront, d'une manière ou d'une autre, tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais s'ils reçoivent moins, alors il n'y en aura pas assez pour quoi que ce soit. Voilà pour le premier point. Le second, c'est que l'argent n'est pas des armes. Les Européens commencent à produire des drones et d'autres équipements à fournir à l'Ukraine, mais pas dans les quantités nécessaires pour soutenir cet effort. Les Russes, eux, produisent des obus d'artillerie et des drones de plus en plus sophistiqués et de plus en plus nombreux. Les Européens finiront peut-être par rattraper leur retard, et c'est ce que redoutent les généraux russes. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Ils craignent qu'à terme les Européens puissent y parvenir. Mais j'en doute. Je ne sais pas. Peut-être que nous y parviendrons, peut-être pas, car ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas les usines qui fonctionnent, ils n'ont pas l'énergie et ils n'ont pas l'unité. Et les élections en Hongrie ne vont rien changer à ces éléments. Il y aura toujours un manque d'argent, un manque d'unité, un manque de volonté et un manque d'armes. Ils aimeraient bien les avoir. Ils ne cessent de parler de construire une armée européenne, de bâtir ceci, de bâtir cela. Mais parler est une chose, construire en est une autre. Et ils ne construisent pas grand-chose. Comme vous l'avez mentionné plus tôt dans cette conversation, Peter Magyar, je ne suis toujours pas sûre de la façon de prononcer son nom de famille. Magyar, le nouveau Premier ministre entrant de la Hongrie, a déclaré qu'il s'attendait à ce que Viktor Orban lève son veto sur ce prêt de 90 milliards € à l'Ukraine. Ensuite, Merz, le chancelier de l'Allemagne, a réagi très rapidement en disant « Eh bien, l'Europe devrait débloquer l'argent aussi vite que possible. Elle devrait le débloquer dès maintenant », a déclaré Merz. L'objectif principal de Zelensky est bien sûr de rester au pouvoir, et il peut le faire en poursuivant une guerre que tout le monde comprend que l'Ukraine a déjà perdue et ne peut pas gagner. Comment pensez-vous que la dynamique entre la Hongrie et l'Ukraine va évoluer avec le nouveau Premier ministre en place, alors que Zelensky s'accroche désespérément au pouvoir en Ukraine et cherche à obtenir davantage de financement, davantage de prêts? Parce qu'il est compréhensible que le prêt de 90 milliards € ne soit pas vraiment décisif pour l'Ukraine. C'est juste assez pour servir de sorte de bouée de sauvetage. Mais, dans tous les cas, l'Ukraine aura besoin de plus d'argent une fois que ce prêt sera épuisé. Zelensky va donc revenir et demander davantage, tout en continuant à bafouer les droits des ressortissants ukrainiens dans l'ouest du pays et à poursuivre les politiques nationalistes extrêmement radicales qu'il mène avec l'extrême droite au pouvoir à Kiev. Alors, comment cette dynamique entre la Hongrie et l'Ukraine va-t-elle évoluer maintenant qu'il existe autant d'intérêts contradictoires entre les deux États? Et puis, bien sûr, il y a aussi la pression de l'Union européenne pour faire avancer son programme et défendre ses propres intérêts. Eh bien, tout dépendra des prochaines actions de Magyar et de la manière dont Zelensky y répondra. C'est difficile à prévoir, mais si l'on regarde le parcours de Zelensky, il ressemble beaucoup à Trump. Il a insulté à peu près tout le monde qu'il pouvait insulter, y compris Merz et les Hongrois. Il est donc très peu diplomate, pour le dire gentiment, ou grossier, pour le dire franchement. En ce qui concerne les actions, ce qui sera important pour voir dans quelle direction les choses évoluent, c'est de savoir si Zelensky autorisera la réparation de l'oléoduc Druzhba, car les Ukrainiens l'ont délibérément saboté. Les Hongrois, sous Orban, ont voulu envoyer une délégation pour voir ce qui n'allait pas, et les Ukrainiens ne leur ont même pas permis de l'inspecter. Ils ne les laissaient tout simplement pas le voir. Alors d'accord, maintenant que nous sommes amis, maintenant qu'Orban est de retour, maintenant que nous avons de bonnes relations, d'accord, va-t-il les laisser aller le voir et le réparer pour que le flux de pétrole puisse reprendre?
Maintenant, si cela se produit, il pourrait effectivement y avoir un changement positif entre les deux. Nous verrons bien. Ce serait un indicateur important. Il est assez évident que Magyar ne voit pas d'inconvénient à ce que l'argent parte si les 90 milliards sont débloqués, mais il veut récupérer son argent de l'Union européenne. Ce sera donc un donnant-donnant. Il pourrait dire « D'accord, nous ne le bloquerons pas, mais vous devez nous rendre notre argent gelé. » Je pense qu'il s'agit d'environ 20 milliards. C'est ce qu'il cherche. Il veut que les fonds de l'Union européenne destinés à la Hongrie soient libérés. C'est pourquoi il débloque les fonds pour l'Ukraine. Comme nous venons de le dire, ce sera une aide temporaire. Mais maintenant, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire avec cet argent. Il n'y a pas assez d'armement disponible sur les marchés mondiaux. Aucune des armes américaines n'est disponible. Aucune. Je veux dire, Trump a même demandé à la Pologne des missiles Patriot pour Israël. Les Américains eux-mêmes n'ont donc pas assez de stock d'armes pour soutenir la guerre au Moyen-Orient, encore moins pour l'Ukraine. Comme je l'ai dit, les Européens commencent à s'y mettre. Il y a un programme en France. Ils commencent à construire 1 millier de drones. Ce n'est rien. 1 millier de drones, c'est une journée d'utilisation. En une journée, les Russes envoient 1 millier de drones sur Kiev et d'autres cibles. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les Européens puissent égaler les Russes en matière de production de drones. Mais même dans ce cas, comme nous l'avons appris de la guerre en Iran, la capacité de bombarder n'est pas la même chose que la capacité de déplacer ses troupes sur le terrain et de conquérir du territoire. Et jusqu'à présent, vous savez, c'est un autre sujet qui me préoccupe et dont j'ai parlé récemment dans mes vidéos. Les Russes avancent, mais lentement. Beaucoup dépendra de ce qui se passera lors de l'offensive russe de l'été 2026. Si elle réussit, alors il n'y aura plus de Zelensky en 2027. S'ils réussissent, vous savez, ils avanceront sur Sumy, puis ils voudront prendre Kiev, et ce sera la fin de la guerre, d'une manière ou d'une autre. Ou bien, ils prendront tout le Donbass, et ensuite la tension se portera sur Kharkiv et Odessa. Donc ce n'est pas comme si nous allions voir la même chose en 2027, 2028 ou 2029. Non, les choses arriveront à une certaine forme de dénouement, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Mais encore une fois, à chaque mouvement des troupes russes, l'Ukraine perd des zones industrielles. Le Donbass, c'est tout ce qui représente l'industrie ukrainienne. Sans lui, ce n'est qu'un territoire agricole, avec de beaux champs et de jolies églises blanches. L'une des villes s'appelle même Église Blanche. Mais ce n'est plus le géant industriel qu'était l'Ukraine soviétique. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que le futur Premier ministre de Hongrie a un parcours très particulier. D'après ce que je comprends, comme vous l'avez mentionné, il est de centre droit. Son ex-femme a été ministre de la Justice dans le gouvernement Orban et lui-même n'est pas un inconnu pour Viktor Orban, comme vous l'avez dit. Magyar connaît donc déjà bien les politiques d'Orban pour l'avenir. Ce n'est pas un nouveau venu qui se laissera balader d'un côté à l'autre par les responsables de l'UMM. Il semble qu'il ait déjà une idée claire de la manière dont il gérera le dilemme entre l'Est et l'Ouest. Il a même déclaré que l'Ukraine ne devrait pas compter sur une adhésion à l'UMM au cours de la prochaine décennie. C'est donc vraiment intéressant de voir comment cela va se dérouler une fois qu'il deviendra Premier ministre et si nous verrons des changements majeurs dans sa position à l'égard de l'Ukraine et de la Russie. Mais penses-tu qu'avec le départ d'Orban, l'idée, puisque beaucoup qualifient Orban, tu sais, de chien de Poutine ou de caniche, et je l'ai vu dans de nombreux articles, soit en réalité fausse? Car Magyar est susceptible de suivre bon nombre des mêmes points essentiels qu'Orban,
Penses-tu que la Russie parviendra à développer une relation avec la Hongrie sous Magyar en tant que Premier ministre, ou crois-tu que cela provoquera au contraire une rupture majeure entre les deux États? Oui, oui, très bonne question. Encore une fois, il est difficile de prévoir, mais les premiers signes montrent que le gouvernement russe, Poutine et Peskov, n'étaient pas très satisfaits de Magyar. Et ce n'est pas tant parce qu'il a remplacé Orban, mais plutôt à cause des déclarations qu'il a lui-même faites. Laissez-moi les expliquer, car elles révèlent bien les attitudes d'un nationaliste hongrois comme lui. Ce que Poutine et Peskov n'ont pas apprécié, c'est qu'ils ont déclaré « Nous ne voulons pas féliciter des dirigeants hostiles ». Or, lors de certains rassemblements, ce qui a particulièrement offensé les Russes, ce furent les slogans et les chants dans ces immenses foules en faveur de Magyar. Les Russes dehors. Maintenant, les Russes ne sont pas en Hongrie. Alors qu'est-ce que ça veut dire, dehors? Ce n'est pas comme s'ils l'occupaient comme ils l'ont fait en 1956. Ainsi, les discours de Magyar pouvaient être interprétés comme anti-russes. Il a fait référence à la révolution de 1848 réprimée par les troupes russes à la demande de l'empereur autrichien. Puis il a évoqué, évidemment, la révolution de 1956, réprimée par les troupes soviétiques. Ce qui est normal. Ce sont des faits. C'est l'histoire. C'est ce qui s'est passé. Mais il a aussi fait allusion, et c'est particulièrement douloureux pour Peskov et pour Poutine, aux Russes de 44-45. Or, ce que le public américain ne comprend probablement pas aussi bien qu'il le devrait, c'est qu'en 1944-45, la Hongrie était un allié officiel d'Hitler. C'était une puissance alliée. Elle n'a été occupée qu'en avril 1945, et c'est à ce moment-là que le massacre des Juifs hongrois a eu lieu. Mais en tant que pays, en 1944, les Russes sont arrivés dans une nation officiellement en guerre contre l'Union soviétique, aux côtés de l'Allemagne. Des troupes hongroises étaient à Stalingrad. Des troupes hongroises étaient en Ukraine. Elles combattaient aux côtés de la Wehrmacht. Ainsi, lorsque les Russes sont arrivés à Budapest, il était prévisible qu'ils traiteraient ce pays comme un ennemi vaincu, tout comme ils l'ont fait à Berlin. Or, l'Autriche a été divisée en 4 zones d'occupation, mais pas la Hongrie. Ils les ont simplement laissés partir, comme s'ils étaient, vous savez, moins coupables que l'Autriche, qui n'a été qu'un Anschluss, simplement ajouté à l'Allemagne. Mais à bien des égards, les Hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale, leur bilan est, excusez-moi, on ne peut pas y échapper, ils étaient des alliés d'Hitler. Et lorsque l'armée rouge est arrivée, elle avait parfaitement le droit de les traiter comme elle s'était comportée à Stalingrad, en conquérante. Alors, quand les Soviétiques ont installé leur régime fantoche, oui, ça sonne terrible, mais les Américains ont fait la même chose partout où ils sont allés. C'est dur, mais c'est comme ça. Vous perdez la guerre et vous subissez les conséquences de l'occupation. D'autres pays ne sont pas entrés en guerre, mais beaucoup l'ont fait. Les Italiens ont soutenu Hitler, la Roumanie a soutenu Hitler, même la Bulgarie a envoyé des troupes. Donc, ils étaient tous des alliés d'Hitler. La Pologne ne l'était pas. Vous savez, en parlant de tous ces pays d'Europe de l'Est, la Pologne était officiellement alliée aux puissances alliées, avec le gouvernement en exil à Londres. Ils étaient anti-russes, mais faisaient tout de même partie des alliés, et Staline les a traités comme tels. C'est pourquoi la Pologne a obtenu environ 1/3 de son territoire grâce à Staline, qui lui a donné des terres prises à l'Allemagne. En d'autres termes, mon point est que les Hongrois n'ont aucun droit de se plaindre de la manière dont les Russes se sont comportés en 1944-45. Et si Magyar défend ce gouvernement nazi, allié d'Hitler,
Cela signifie qu'il ne peut s'attendre à aucune bienveillance de la part d'un gouvernement russe, y compris celui de Poutine et de Peskov. C'était donc une grosse erreur de sa part. C'est déjà une insulte suffisante pour que Poutine dise « Non, nous ne vous donnerons pas de pétrole, même si vous le demandez ». C'est une rupture sérieuse, car c'est une insulte à Poutine. La Seconde Guerre mondiale est sacrée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et si l'on dit quoi que ce soit d'insultant sur la manière dont les Russes se sont comportés en 1944, c'est à peu près la pire chose qu'on puisse dire à Poutine. Car il est totalement opposé à toute, comme il le dit, reconsidération de la guerre. Les héros de l'armée rouge lui sont sacrés. Et je pense que ça signifie qu'il y a un vrai risque de rupture. Car Magyar, en tant que véritable nationaliste, dit aux Russes « Vous nous avez maltraités en 1848, en 1944 et en 1956. » Ce genre d'attitude signifie donc « Nous avons une rancune contre vous. » Nous ne pardonnerons ni n'oublierons jamais. Eh bien, si c'est le cas, tu sais, suis ta propre voie. Et si tu refuses de tourner la page et d'entretenir des relations normales, alors ayons de mauvaises relations. Ce genre de référence historique est très très troublant pour les dirigeants russes. Et je pense que cela pourrait signifier un passage à une relation plus froide, pas nécessairement hostile, mais bien plus distante qu'à l'époque d'Orban. Et encore une chose à propos d'Orban, il me semble, d'après ce que j'ai entendu récemment, qu'il n'a pas vraiment abandonné, loin de là. Il a obtenu 37%, ce qui est honorable. Cela s'est traduit par moins de sièges au Parlement, mais c'est 51 contre 37. Un résultat respectable, mais pas une défaite écrasante pour Orban. Et d'après ce que j'ai entendu, il va concentrer ses efforts sur le Parlement européen, où il souhaite devenir le chef du bloc souverainiste et eurosceptique. Orban est aujourd'hui très actif au Parlement européen, et il s'est forgé une réputation de leader mondial, ce qui est remarquable pour un petit pays comme celui-ci. Il va poursuivre son programme d'une Europe souveraine, une union de nations souveraines, plutôt qu'une sorte de superstructure centralisée dirigée par von der Leyen et d'autres. Il semble donc que sa carrière soit loin d'être terminée. Il va continuer, et il a toutes les chances de réussir. Dr Brovkin, peut-être une dernière question pour aujourd'hui. Quels sont les plus grands défis auxquels un nouveau gouvernement hongrois devra faire face, disons, au cours des 100 premiers jours? Eh bien, son plus grand problème, c'est de vouloir le beurre et l'argent du beurre. En d'autres termes, s'il parvient à conserver tous les privilèges qu'Orban a obtenus pour la Hongrie, comme le droit d'acheter du pétrole russe, l'exemption des quotas d'immigrants et le maintien du pouvoir de veto sur les décisions de l'UE, s'il garde tout cela et obtient en plus l'argent qui avait été gelé pour la Hongrie, eh bien, ce serait formidable. Ce serait une belle prouesse de sa part de surfer sur cette vague d'attitude positive et de félicitations envers la Hongrie pour obtenir ce qu'il veut de l'Union européenne, tout en poursuivant en parallèle son programme national conservateur. Il pourrait bien réussir. Nous verrons. Comme je l'ai dit, avec l'Ukraine, il devra résoudre la question du pétrole et obtenir certaines garanties quant à un traitement décent de la minorité hongroise. Avec Poutine, tout dépendra de son courage à accepter une rencontre et de leur capacité à surmonter cette hostilité initiale ou non. Il dit qu'il n'a aucun projet. Très bien. Nous verrons si son ministre des Affaires étrangères ira. En d'autres termes, ce sont les actes qui compteront, pas la rhétorique pendant les élections. Ce que nous savons de lui aujourd'hui, c'est qui il est et d'où il vient. De ce point de vue, il faut s'attendre à des politiques conservatrices et nationalistes défendant la Hongrie contre la bureaucratie européenne, comme l'a fait Orban,
ainsi qu'à un changement dans les relations avec la Russie, probablement la même orientation qu'avec l'Ukraine. C'est ce à quoi je m'attends. Dr Brovkin, c'est toujours un plaisir d'entendre vos réflexions et de bénéficier de votre expertise. Merci beaucoup d'avoir participé et comme toujours, j'ai hâte de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup, merci.